Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'univers Microsoft sur Android. C'est aujourd'hui l'épisode 214 et nous sommes le vendredi 5 novembre 2021. J'ai le plaisir d'avoir une équipe de 4 personnes ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ça va, t'es en forme ? Tout va bien ? Oui, une petite crève, mais tout va bien sinon. Je suis désolé, on t'a fait rater la fin du match. Peut-être que tu réussiras à suivre l'actu rugby pendant l'enregistrement. Je suis en train de pleurer parce que l'aviron bayonnais s'est pris une raclée par le Stade Montois. Donc, aïe. Excusez-moi si je pleure pendant toute la on t'apportera des mouchoirs. Bon, à côté de toi, on a Florian. Salut Florian. Salut, ça va ? Ça va. Tu penses à pas appuyer sur le petit bouton en bas de ton écran, d'accord ? Je pense à ça, oui. Ouais, on vous dira pas que Florian a des soucis en appuyant sur un bouton de Windows 11 en version Insider Dev. Ça lui a fait perdre le son. Allez. Et à côté de Florian, nous avons Cassim. Salut Cassim. Salut. T'es en forme toi aussi ? Complètement crevé, mais c'est la fête, c'est pas grave, on va s'amuser. Ouh. Ouais. J'ai réuni toute mon énergie. Pour ce soir pouvoir parler enfin de matériel, de super matériel. Oui. Bon. Allez, on attaque ? Oui. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on va sortir les cotillons, comme disait Richard, et on va parler d'un nouvel appareil qui a été annoncé par Microsoft et qui est sorti d'ailleurs, que vous pouvez acheter pour la modique somme d'environ 1600$ ou 1600 €, je sais pas s'il y a de la conversion qui se fait dans ce sens-là. Vous avez compris que c'est le nouveau Surface Duo 2 de Microsoft dont on va parler ce soir. Pourquoi ? Parce que Cassim, toi tu as eu la chance avec Frandroid de pouvoir le tester pendant plusieurs semaines. Hein. Ouais, pendant 2 semaines, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai pu le tester vraiment comme téléphone principal et tout faire avec, car oui, c'est un smartphone malgré sa forme un peu originale. C'est un smartphone. Et oui, donc voilà, j'ai pu le tester pendant 2 semaines. Sans le stylet, je précise. J'avais D'accord. tout sauf le stylet. Et est-ce que par hasard, t'as essayé ton ancien stylet de Surface Pro 3 dessus ? C'est une très bonne question et non, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu y penser. Merde. Je n'y ai pas pensé. Je pense que mon stylet de Surface Pro 3 n'a plus de piles depuis 20 ans. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de piles pour que ça marche. Si, je crois. Je crois que si. Les piles, c'est juste pour le Bluetooth, non ? Parce que moi, j'ai jamais changé les piles de mon... Je n'utilise pas le Bluetooth et j'ai jamais changé les piles depuis 2016, donc quand même, je pense que... Depuis la Pro 3, normalement, les piles sont obligatoires pour utiliser le stylet. C'était avec la Pro 1 et 2 que c'était totalement passif, je crois. Maintenant, tu mets le code. Et puis là, il dure très longtemps. Depuis la technologie Intrigue ? Ouais. Enfin, ouais. Parce que ça aurait été sympa de tester, voir si les anciens stylets pouvaient marcher et utiliser le même techno d'écran. Eh bien, je vais essayer d'y penser pour le prochain épisode. Voilà. D'accord, tu nous le rappelleras. Si tu arrives à trouver des piles, parce que c'est des quadruple A, hein, si je dis pas de bêtises, sur le stylet de Pro 3. C'est ça, comme les nouveaux jeux Xbox. C'est des quadruple A. Comment ça, les nouveaux jeux Xbox ? Ah, d'accord, les quadruple A, putain. Waouh. Waouh. Ok, ça va fort ce soir. Allez, donc Cassim, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce Surface Duo 2, partie extérieure ? Alors d'abord fermé, comment il est, l'épaisseur, tout ça ? Bah alors ce Surface Duo 2, donc c'est un smartphone qui a 2 écrans et donc comme tu l'as dit, par défaut il est donc replié, ça fait un peu un format de livre de poche. C'est un truc qui fait à peu près 15 cm de haut pour 10 cm de côté, donc c'est assez large. C'est plus large qu'un smartphone. Ça fait vraiment format livre de poche en largeur. Alors que surtout que nos smartphones modernes ils ont tendance à être de plus en plus longs et fins finalement, donc là ça fait bizarre un peu comme format, mais par contre en revanche il est assez fin, même replié il est quand même vraiment fin. Je crois qu'il fait 1 cm d'épaisseur pour un téléphone qui est replié en deux. C'est plutôt fin. Le Z Fold par exemple est beaucoup plus épais que ça. Donc le design extérieur vraiment il est assez harmonieux.
si on met de côté le module photo qui ressort pas mal. Ça fait pas du tout d'effet de brique alors? Non, alors moi en tout cas, je trouve que vraiment on s'y fait et que de toute façon c'est ce que je vais pas mal répéter, je pense, mais ce côté format livre de poche, je trouve que c'est quelque chose que tu peux mettre facilement justement dans une poche de veste. Et c'est un format finalement avec lequel tu es assez familier, même si tu t'es pas familier avec sur un smartphone, mais tu es familier avec depuis que tu es petit, quoi, en fait. D'accord. Ok. Sur l'extérieur, donc tu as parlé d'une face sur laquelle il y a le capteur photo. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On n'a rien du tout, on a juste le logo Microsoft. Donc c'est vraiment... le design est assez est quasi parfait, entre guillemets, si on mettait de côté le module photo qui ressort. C'est une des nouveautés par rapport au premier Surface Duo qui, lui... était parfaitement intégré, il y avait rien qui ressortait et du coup tu pouvais le déplier complètement à 360 degrés. Je spoil un peu la suite, mais en gros là si tu le déplies complètement, le module photo va gêner l'appareil, le téléphone, tu pourras jamais le déplier complètement, tu pourras juste le quasi déplier complètement. Oui, non, et est-ce que ça risque pas d'abîmer la face qui vient plaquer contre l'appareil photo à terme? Alors, c'est un risque, surtout que toute la façade elle est en verre un peu, hein, donc ça prend beaucoup les traces de doigts en version noire, c'est celle que j'avais. Ça prend pas mal les traces de doigts et je pense que oui, il y a un petit risque à force, il y a une sorte de petite rayure au niveau de là où tu as le module photo et à l'inverse, peut-être que le module photo à force de claquer contre la façade peut peut-être s'abîmer un peu. Moi après dans mon usage là pendant les 2 semaines vraiment c'est pas quelque chose que j'ai constaté. Je pense aussi que si tu le fais pas claquer comme un bourrin systématiquement, ça peut quand même assez bien marcher. Et pour répondre à la question de Guillaume, c'est pas trop dérangeant parce que... moi ça m'a pas trop dérangé à l'usage, même quand je le repliais complètement. C'est quelque chose que tu fais, pour peut-être expliquer mieux, c'est quelque chose que tu fais assez couramment dès que tu passes en mode un seul écran, entre guillemets. En fait, tu déplies le téléphone à fond pour replier la façade arrière, comme un calepin qu'on voudrait ouvrir complètement, quoi. C'est comme ça que tu l'utilises en mode un seul écran. Et à ce moment-là, oui, le module photo, il est bloqué derrière. Mais moi, ça va pas déranger, en tout cas. Donc au niveau esthétique, tu trouves que c'est quand même un joli appareil, un bel appareil? Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on va après passer au cœur du sujet, mais l'intégration des écrans, le fait qu'il y ait des marges en haut et en bas, par exemple, ça m'a pas posé de problème. D'une manière générale, je trouve que le design est très réussi et c'est un des points forts, je trouve, de l'appareil. Si on passe un petit peu sur un rappel de ce que cette bête a dans le ventre, est-ce qu'on peut parler un petit peu de processeur, de GPU, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, enfin là-dedans? Est-ce qu'on est sur du récent? A priori, si je me souviens bien, non. C'est pas les dernières générations. Alors si, pour le coup, c'était le premier Surface Duo qui était très en retard. Mais avec le Surface Duo 2, là par contre, on est complètement à jour puisqu'on a un Snapdragon 888. Donc c'est vraiment le dernier processeur en date. Simplement, le Surface Duo 2, il sort un peu tard dans l'année, mais c'est pas non plus trop grave. Ça reste une puce, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, en tout cas sur Android. On a en plus 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc c'est tout à fait correct, quoi. Plutôt tranquille, ok. Donc avec ça, question écran, donc les 2 écrans font à peu près quelle taille chacun? Alors c'est très difficile à répondre à cette question parce que les écrans font 5,8 pouces de diagonale, sauf que la diagonale d'un écran ne veut rien dire dans la mesure où le format c'est du 13/9, donc c'est un format qui n'existe pas sur smartphone ou ailleurs. C'est du 1344 par 1892 pixels. Autant vous dire que donc c'est très large en fait. C'est du 13/9, c'est très très large comme format d'écran. Et du coup, c'est pas du tout. J'essaie de faire des calculs dans ma tête. Mais non, c'est beaucoup plus large que d'habitude. Et du coup, 5,8 pouces, ça veut pas dire grand chose. C'est vraiment, faut imaginer un livre de poche. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus comme taille d'écran. D'accord. Les applications, elles se ressaisissent pas bizarrement? Les applications, non, ça va. Parce que. Alors là, je parle pour l'instant sur l'utilisation d'un seul écran. Non, les applications Android peuvent s'adapter un peu à tout format de fichier d'écran.
Et j'ai pas trouvé ça particulièrement étrange, je trouve ça plutôt réussi. D'ailleurs, j'ai même regardé des vidéos sur YouTube qui étaient sur des jeux peut-être un peu anciens, et du coup le format d'image était un peu carré. Et du coup, ça s'adaptait parfaitement avec l'écran. Non, tu veux pas dire carré, tu veux dire c'était plus proche du 4/3. Mais on est quand même pas sur du carré, Cassim. Les jeux d'époque, oui, c'était du 4/3, donc c'est beaucoup plus carré que du 16/9. Ouais. Ça se rapproche plus du carré, excuse-moi. Oui, mais on est quand même sur du rectangle. Oui. Bon, ok. Très bien. Je sens ton âme de mathématicien heurtée par... j'aime bien chipoter. Alors, question qualité d'écran, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui. Alors là, c'est pareil. Là, c'est bien, tu me fais dire tous les points forts, là. J'aurais dû les garder pour la fin. Les écrans, c'est top aussi. C'est de l'AMOLED avec une belle définition d'écran. C'est avec une gamme de couleurs en DCI-P3, donc en gros ça affiche plus de couleurs que les anciens écrans LCD qui étaient du sRGB. Comment dire, je vais y arriver. La calibration des couleurs est plutôt réussie et d'une manière générale, c'est des bons écrans. On a un delta E, si tu veux rentrer dans le détail, j'ai noté un delta E moyen de 3,6, ce qui est plutôt correct. C'est pas idéal, mais c'est plutôt correct. C'est en gros, c'est quasi invisible à l'œil nu. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un delta E, s'il te plaît? Oui, c'est en gros, on mesure la différence entre la couleur qui est affichée par l'écran et la couleur qui aurait dû être affichée par l'écran, la couleur idéale. Et on fait pour chaque couleur du damier, on fait ce calcul-là. Et après, on fait la moyenne des différences entre chaque couleur. Et on estime que y a une formule mathématique pour calculer la différence. Et on estime que à partir de 3, en dessous de 3, c'est invisible à l'œil nu. Donc 3 ou moins, c'est invisible à l'œil nu. Là, on est à 3,6, donc c'est quasi invisible à l'œil nu. Il y a des écrans qui sont mieux calibrés que ça. Il y a des écrans qui sont aussi moins bons calibrés que ça, donc ça va, c'est pas très grave. Enfin, ça va. On a plus facilement des écrans de moins bonne qualité que ceux-là, j'imagine. Oui, et puis là, voilà, le côté OLED qui apporte des contrastes parfaits, la gamme de couleurs et tout ça, et le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Tout ça, c'est des bons points aussi qui viennent s'ajouter et qui font que c'est un bon écran. Ok. Et au niveau luminosité, si t'es en plein soleil, tu vois bien l'écran ou... Alors, je te cache pas que j'ai pas eu les meilleures conditions récemment pour tester du soleil. Il fait moche chez toi. En région parisienne. Descends chez Richard, il fera meilleur. Oui, j'aimerais. La luminosité maximum, comme c'est un écran OLED assez récent, elle est très bonne. C'est 700 candela par mètre carré. Et 700 candela par mètre carré, c'est très très bon. Honnêtement, ça veut dire que l'écran il sera très bien, très facilement lisible au soleil. D'accord. Donc en fait, là, si on s'arrête là, tu veux dire que ce téléphone, c'est une bombe, à part qu'il coûte beaucoup trop cher, mais... S'il fallait s'arrêter là. Non, mais attends, on n'a pas fini. Attends, là, il y a encore des bons. On parlait de la belle lumière sur les côtés. Hein? Ah oui, la petite lumière sur les côtés pour ça, c'est dans les mauvais points. Ça, c'est dans les mauvais points. Je trouve ça super. L'idée était bonne, pourtant. L'idée était bonne. Malheureusement, moi, dans les 2 semaines où je l'ai utilisé, donc alors pour réexpliquer, les écrans ils sont incurvés vers l'intérieur. Ce qui fait que quand le téléphone est complètement replié, il y a une petite bordure de l'écran qui reste visible si tu regardes la tranche du livre, entre guillemets. Bien sûr. Microsoft a eu l'idée d'utiliser cette tranche-là pour, du coup, afficher des notifications soit du chargement de la batterie, soit des appels, SMS et Microsoft Teams. Alors déjà, c'est le premier problème, c'est que du coup, tu n'as pas toutes les notifications qui s'affichent là, tu as seulement les appels, les SMS et Microsoft Teams. Attends, déjà, les gens tu peux pas le paramétrer. Non, c'est vraiment limité à ces 3 options-là. Et déjà, moi je téléphone peu avec un smartphone. Les SMS, plus ça va, plus les gens passent par d'autres services que les SMS. Ils passent par WhatsApp, ils passent par Messenger, etc. Et Microsoft Teams, là aussi c'est assez restreint. Moi, par exemple, mon entreprise n'utilise pas Microsoft Teams, donc ça ne me servirait pas. Autrement, et à la limite, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout que pendant les 2 semaines où je l'ai utilisé,
j'ai jamais vraiment eu le téléphone dans l'angle où je pouvais voir la tranche de façon intéressante, par exemple en chargeant le téléphone ou quoi. Il est quand même très plat et très fin, et du coup, à part en le mettant en mode tente ou je sais pas, un peu bizarrement, la tranche tu la vois pas, quoi. Donc, moi en tout cas, j'ai jamais remarqué de notification. Même le chargement de la batterie, je trouvais pas ça forcément très intéressant. Le chargement de la batterie, quand tu le branches, il t'affiche une petite jauge verte sur le long de la tranche, et en fait au bout de quelques secondes elle disparaît, donc j'ai pas trouvé ça très pertinent. Ah oui. Faut le débrancher et le rebrancher comme ça. Oui, c'est ça, à chaque fois, toutes les 3 secondes pour vérifier où il en est. Pourtant simple. Donc là, du coup, la fonction était une bonne idée, mais là, moi, à l'usage, en tout cas, ça m'a pas convaincu. D'accord. Mais pour revenir sur des bons points, avant que je te sens venir sur le parti négatif, donc je vais finir sur les Moi, parties pas du positives. tout, pas du tout. Sur le fond, en fait, l'usage de ce téléphone, le fait que quand tu le dépliques et de tes 2 écrans, et ça va faire l'amorce, je pense, avec les points négatifs. C'est un téléphone que j'ai vraiment beaucoup aimé, dont j'ai beaucoup aimé le concept. Je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir 2 écrans côte à côte, de pouvoir passer 2 applications côte à côte, de pouvoir avoir par exemple son fil Twitter à gauche et une vidéo que tu es en train de regarder à droite. Tout ça, peut sonner un peu, à chaque fois que j'y repense, comme quelque chose d'un peu... j'ai pas d'autre mot que facultatif, mais dans le sens où c'est un peu ça pourrait sonner gadget. Je trouve en tout cas que c'est un concept que Microsoft propose et que moi je trouve intéressant et qui justifie les 2 écrans beaucoup plus qu'un smartphone à écran pliable, par exemple. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 écrans sur notre smartphone? Je ne sais pas. Moi je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment le multitâche, qui ont tout le temps plein d'applications ouvertes en même temps et tout. Ils peuvent y trouver une utilisation. Il y a un public, je pense, en particulier pour les professionnels, qui peut trouver ça intéressant. Et moi, vraiment, c'est un truc sur lequel je défendrais sans difficulté le Surface Duo. C'est son design et le concept vraiment du produit, en fait. Ce côté 2 écrans que tu plies un peu à l'envie, que tu mets en mode tente pour regarder une vidéo sur ta table de chevet, que tu passes en mode un écran au besoin, par exemple quand t'es en déplacement, puis une fois que t'es assis à ta place dans le train, tu repasses en mode 2 écrans et c'est plus agréable, et tu passes en permanence d'un mode à l'autre et ça te pose pas trop de problèmes. Richard, tu voulais poser une question? Oui, non, et je pense aussi, là où ça peut être intéressant, c'est si tu as dans une même l'appli qui profite des 2 écrans. Je pense notamment à une application type Outlook, où tu aurais la liste des emails sur un écran et puis sur l'autre écran le contenu de l'email, quoi. Alors j'ai trouvé, de façon assez j'avais cette idée-là en commençant le test, ouais. Et finalement de façon contre-intuitive, je trouve que pas tant que ça. L'exemple que tu cites est le bon. Outlook par exemple, c'est effectivement pratique d'avoir la liste des mails à gauche et le contenu du mail à droite. On pense aussi par exemple à des applications sur l'actualité où tu as la liste des articles d'un côté, ouais, et l'article que tu es en train de lire de l'autre. Mais en fait, j'ai trouvé pas ça si... finalement, je l'ai fait très peu de fois, ce passage en un seul écran. Déjà, il demande donc il faut... Pour le geste, en fait, c'est en gros... si vous êtes habitué à la navigation par geste sur les smartphones, c'est un peu celle qui existe déjà. C'est en fait, vous prenez l'application par le bas, et au lieu de la fermer, vous la faites glisser au milieu des 2 écrans, et en fait elle va prendre tous les 2 écrans. Donc déjà c'est un petit geste en fait à faire à chaque fois que tu veux utiliser une application comme ça. Donc ça peut être la petite latence qui peut te déplaire. Surtout moi je trouve que en fait, j'ai trouvé en tout cas dans mon usage le côté 2 applications côte à côte beaucoup plus intéressant que le côté une seule application optimisée qui prend les 2 écrans. Outlook. Après. C'est très similaire à sur PC au final, je veux dire, combien de fois tu as utilisé une application sur 2 écrans, c'est relativement rare. Enfin, moi je pense que j'arrive même pas à imaginer un cas actuellement là. En général, j'ai un écran pour une application ou un écran pour un truc à la fois, quoi. Mais c'est clair. Oui, et en même temps, après c'est parce que sur PC on a des écrans, on a des interfaces qui sont plus larges et qui justement te permettent d'afficher d'un coup la liste des mails et par exemple le contenu des mails sans passer de l'un à l'autre. Les applications de dessin sur PC, souvent tu peux avoir un écran sur lequel tu travailles et tu mets tous les outils, toutes les palettes sur l'écran d'à côté. Mais
ça peut être ce genre de création. Je pense qu'en création musicale, peut-être tu peux faire la même chose, mais je pense que c'est vraiment très limité. Après que t'as raison, une application, un écran. Moi, j'imagine bien un journaliste en conférence qui peut suivre la conférence, taper, peut-être faire un stream direct sur Twitter sur un des écrans, taper son article en même temps sur l'autre écran, ou bien travailler sur des photos qu'il va envoyer. Je me dis que les deux écrans, ça peut avoir vraiment son utilité dans ce genre d'utilisation. Oui, c'est vraiment ça. Il y a aussi un mode où effectivement, la photo, tu peux l'éditer, t'as ta galerie de photos d'un côté et de l'autre côté, t'es en train d'éditer ta photo et tu peux voir un peu le résultat en temps réel. Enfin, il y a des usages qui peuvent être intéressants d'applications qui s'élargissent, mais j'ai trouvé pour moi c'était une surprise parce que je trouvais effectivement, j'avais la même position que Richard. C'était du coup un peu contre-intuitif. Je trouve que c'était plus intéressant d'avoir deux applications, une côte à côte, une de chaque côté. Ouais, et ça, tu peux t'en rendre compte que quand t'as l'appareil entre les mains, quoi. C'est ça. Après, c'est mon usage. Et puis peut-être que je suis pas tombé sur les bonnes applications optimisées. Peut-être que ça manque encore d'applications optimisées. Mais du coup, justement, ce manque d'applications optimisées n'était pas un défaut. Je m'attendais à aller trouver le défaut là en disant ah là là, Microsoft, ils ont pas fait le travail. Il y a pas assez d'applications. Ils ont pas assez convaincu les développeurs. Il y a pas assez d'applications qui prennent en compte les deux écrans à la fois. Et en fait, c'est pas un problème puisque moi, dans mon cas, j'ai pas envie. J'ai pas le besoin d'applications qui soient optimisées spécialement pour le duo. Ouais. Bon, tu sais que tu me l'as vendu quand même, là, ce téléphone, là, pour l'instant. Là, oui. Non, mais franchement, là, pour l'instant, il me fait envie. Oui, mais j'ai cru comprendre que c'était pas tout aussi rose. Non, alors, par où commencer les problèmes? Il y a deux gros problèmes. L'appareil photo d'un côté et le logiciel de l'autre. Par quoi veux-tu commencer? Bon, allez, l'appareil photo. Alors, c'est le plus simple. L'appareil photo, on a une discussion très intéressante avec Melinda, qui est ma collègue, qui avait testé le premier Surface Duo pour Android. Et le premier Surface Duo était très nul en photo, mais c'est parce qu'il n'avait pas de module photo dédié et il assumait, entre guillemets, d'être nul en photo. C'était Microsoft qui avait pensé un produit pour les professionnels, mais pas un produit, pas un photophone comme les autres ou quoi. Nous, notre produit, il est fait pour les gens qui ont besoin de travailler vraiment avec deux écrans, etc., le multitâche, etc. C'était une webcam, quoi. Et c'était juste une webcam en façade qui faisait le job pour du FaceTime, enfin du Teams, etc., là, de la visio. Mais voilà, pas plus que ça, quoi. C'était pas fait pour faire plus, quoi. C'était pas fait pour faire plus, et au moins c'était assumé dans le design. Là, Microsoft te met un vrai module photo, entre guillemets. C'est un module photo assez large, avec 3 capteurs, 3 objectifs, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Donc t'es en droit. Du coup, là, il y a une autre promesse. Du coup, il y a une promesse on va te mettre un appareil photo de qualité. C'est pas le cas, en fait. Alors déjà, c'est, sans vouloir trop effleurer le problème logiciel du duo, l'appareil photo, l'application appareil photo rame. Elle rame à plusieurs occasions. J'ai eu à plusieurs reprises des problèmes où juste quand tu démarres l'application caméra, la première chose que tu vois, c'est évidemment la prévisualisation, ce que voit la caméra, quoi. Oui. Cette vue-là rame. C'est-à-dire que tu bouges le téléphone et le truc saccade, quoi. Ça suit pas. Tout le temps. Pas tout le temps. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Des fois ça marchait, des fois ça ramait. Même quand ça marche, quand tu prends la photo met du temps à s'enregistrer. La photo met du temps à être traitée, que ce soit en mode nuit ou en mode ou de jour. J'ai eu tu veux dire que ça fait comme à l'époque du Lumia 1020, quand il sortait des photos de super qualité, mais très grosses, et que le processeur avait besoin de temps pour travailler tout ça. Alors, ça fait un peu cet effet-là. Alors, un peu, mais sauf qu'il n'y a aucune excuse dans la mesure où le Snapdragon 888, c'est la puce la plus performante qui soit, et que l'appareil photo qui est intégré n'est pas un appareil photo incroyable. C'est 3 capteurs de 12 et 16 mégapixels, donc c'est pas... on a des téléphones qui ont des capteurs de plus de 100 mégapixels maintenant. La capacité de traitement... la course aux mégapixels n'est pas forcément gage de qualité. Oui, c'est pas là où je veux en venir. C'est juste que du coup, les photos sont pas si lourdes que ça et le processeur est parfaitement capable de traiter le nombre de mégapixels présents dans le smartphone, tu vois. Ouais. Je peux juste faire un petit aparté, parce que je me demande,
C'est quoi l'interface de l'application photo? C'est celle d'Android par défaut? C'est celle de Windows 10? C'est celle qui ressemble à vieux Lumia Camera? C'est quoi? Il y a la galerie photo qui ressemble à celle de Windows 10. Et l'application photo, tu me poses une colle, je l'ai plus en tête. C'est la fatigue qui parle. Je crois qu'elle ressemble à celle de Windows 10. C'est juste la simple optique, enfin le petit bouton. Il n'y a pas le mode pro avec tous les réglages. Ouais. Et t'as juste le bouton. Enfin, ça se rapproche de ce qui se fait sur les téléphones modernes en fait. T'as juste le gros bouton. Ouais, c'est basique. Le gros bouton pour prendre les photos automatiquement, et tu peux changer de mode, tu bascules d'un mode en faisant glisser. D'accord. Et donc tu disais que la galerie ressemble à Windows 10, elle est synchronisée avec OneDrive automatiquement? Oui. Donc ça. Heureusement. Oui, c'est vraiment. Oui. D'ailleurs, la synchronisation avec le Microsoft d'une manière générale est plutôt bien faite. Le Microsoft Launcher, etc. Tout synchronisé avec Microsoft. Il y a Outlook qui est installé par défaut. Enfin, tout est. Enfin, c'est quand même un smartphone. C'est un smartphone Microsoft. Et enfin, là, je dérive encore un petit peu, mais est-ce que niveau login, tu dois, parce que sur un téléphone Android, en général, tu te logs dans le launcher. Et après, tu dois te loguer quand même dans chaque application une par une, parce que chaque application a son système de login séparé, même si c'est toutes les applications Microsoft. Non, là t'as ton compte Google enregistré sur ton téléphone et ton compte Microsoft en plus. Et j'ai pas eu à me loguer, ou alors j'ai vraiment oublié, mais non, il me semble vraiment pas. je suis à peu près sûr. À chaque fois que tu lances l'application pour la première fois, comme t'es déjà connecté, ton smartphone est déjà synchronisé, il y a pas de souci. Et donc finalement, ce module photo, et les photos on a vu qu'il traînait pour faire la mise au point. Et les photos ne sont pas de très bonne qualité. Voilà, et même en plein jour, en belle lumière. Ça reste. Faut comprendre ce que je veux dire. Oui, ça reste correct. Ça vaut pas 1600 €, ça vaudrait pas non plus 600 €, ça vaudrait 400 € quoi. À peu près sur des qualités de photos, d'appareils photo milieu de gamme, de smartphones milieu de gamme quoi. D'accord. Mis à part, et en mettant de côté tous les problèmes du coup de traitement logiciel, de lenteur, etc. Donc du coup, j'aurais préféré, je pense que je comprends pourquoi ils cèdent au fait de mettre un vrai appareil photo, parce que c'est un smartphone haut de gamme et que les gens, je pense, pour moi, on peut pas faire de sacrifice. Sur un smartphone à 1600 €, il te faut un bon appareil photo, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour faire un vrai bon appareil photo. Et on vient, du coup, je peux enchaîner avec le problème principal. Je pense que vous le voyez venir. Le software. C'est le software. Ouais. Vas-y. Juste avant, toujours avec les appareils photo, de l'autre côté, t'as en front, je suppose que tu as encore un appareil photo, là, justement, qui ferait office de webcam pour tes réunions Teams, etc. Et là, on a de la qualité. Oui. C'est du 1080 ou... Alors, c'est du 12 mégapixels et c'est de bonne qualité par rapport à ce qui se propose sur mobile. Oui, c'est du 1080p en façade pour la partie vidéo. Et oui, pas de souci là-dessus. D'accord. Bon alors, le logiciel, là où le bas blesse à nouveau. Ouais, du coup, donc ça tourne sous Android 11 alors que Android 12 est sorti, mais ça, j'en veux pas à Microsoft parce que il y a quasiment aucun smartphone, si ce n'est les pixels de Google, qui sont sous Android 12, donc là-dessus, pas trop de problème. J'espère que par contre, contrairement aux premières générations, les mises à jour arriveront rapidement. D'autant que là je fais une petite aparté de ma part. Il y a Google qui a présenté Android 12L, qui est une version d'Android spécifiquement conçue pour les smartphones à double écran ou à écran pliable, ou les Chromebooks ou les tablettes. Donc tout ce qui est grand ou à large écran quoi, en gros. Donc ça serait dommage que Microsoft s'en prive. Oui, là c'est quand même Google fait un peu une fleur, c'est le moment de passer au boulot et de bien adapter Android 12L, du coup de le proposer rapidement si possible sur le Surface Duo quoi. Ils auraient tort de s'en priver en tout cas. Donc aparté refermé, du coup le problème c'est surtout tous les bugs logiciels qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de problèmes logiciels et beaucoup de problèmes de finition de logiciels. Par exemple, il n'y a aucune animation quand tu ouvres les applications. Alors on peut trouver ça ridicule comme critique,
tous les smartphones haut de gamme, même tous les smartphones tout court maintenant ont des animations un peu, je sais pas, quand tu ouvres une application, quand tu la refermes, quand tu passes d'une application à l'autre, quand tu passes dans les paramètres d'un paramètre à un autre, etc. Tout est fluide et enfin les animations aident à augmenter, à améliorer l'expérience utilisateur, tu vois, tu gagnes en fluidité, quoi. Là, oui, et puis quand on entend le discours de Microsoft par rapport au Fluent Design, l'animation est un point important du Fluent Design. Oui, donc c'est d'autant plus ridicule que là, il y en a juste pas. Et ça encore, bon, ça c'est juste des problèmes de finition. Moi, les problèmes plus graves, c'est les problèmes de bugs. C'est-à-dire que très très souvent, quand tu démarres une application, elle démarre pas sur le bon écran. C'est-à-dire que tu... Comment ça? Tu peux choisir l'écran sur lequel elle démarre? Instinctivement, tu aurais envie que tu vois, le launcher s'étend sur 2 écrans. Et si tu as déjà une application, par exemple, qui est ouverte sur l'écran de droite, et tu as le launcher sur l'écran de gauche, tu cliques sur une application, tu te dis que l'application va s'ouvrir sur l'écran de gauche. Or, il arrive qu'elle des fois, elle s'ouvre sur l'écran de droite. Ça encore, c'est la version. Est-ce que ça correspond ça à la position de la dernière position de l'application? Je pense que c'est ça, mais du coup, je pense quand même qu'il y a des problèmes parce que ça c'est encore la version gentille. La version plus énervante, c'est quand l'application s'ouvre sur l'écran de droite, tu commences à toucher pour la déplacer et en fait elle se referme, puis elle se rouvre sur l'application sur l'écran de gauche. Et elle se referme, elle se remet sur l'écran de droite, et elle se referme, elle se remet sur l'écran de gauche. Ah oui. C'est Candy Crush. Enfin, voilà, j'ai eu des bugs plus graves où carrément j'avais des applications qui devenaient folles, c'est-à-dire que il y avait des interactions qui se passaient un peu toutes seules, sans que je touche à l'écran tactile. Je retouche l'écran tactile, d'un coup le truc part un peu en vrille. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes logiciels et j'ai l'impression d'avoir été plutôt... j'en ai discuté avec des confrères qui ont testé pour d'autres rédactions le Surface Duo 2. Et j'ai l'impression que moi, en plus, j'ai eu une version... j'ai été assez épargné, en fait, par les problèmes. J'ai des confrères qui ont fait des listes de dizaines de problèmes logiciels qu'ils ont eu. De bugs, de plantages, etc. Et il n'y a pas de mise à jour qui sont sorties pour les corriger depuis? Il y a eu une mise à jour qui est sortie sur la fin de mon test. Mais j'avais encore des problèmes malgré cette mise à jour. Alors j'ai peut-être pas... en gros la mise à jour, je l'ai installée sur les 4 derniers jours de mon test. Ouais. Sur les 4 derniers jours de mon test, j'ai encore eu des bugs logiciels type l'application qui s'ouvrait pas du bon côté, etc. Après peut-être que... j'ose espérer que la mise à jour quand même corrige un certain nombre de bugs, peut-être des bugs que moi j'avais pas rencontrés, ou des bugs que du coup je n'ai plus rencontrés. Par exemple, je me souviens pas avoir vu l'application redevenir folle. C'est notamment Discord qui avait des problèmes. Ça m'est pas arrivé depuis la mise à jour, mais je sais pas si c'est parce que la mise à jour l'a corrigé ou juste parce que je suis pas retombé dessus. C'est toujours un peu délicat avec les bugs de savoir. Mais c'est dommage parce que vraiment, on parle d'un produit très haut de gamme à 1 600 €. On parle d'un produit que Microsoft veut vendre aux professionnels. Et s'il y a un truc sur lequel il faut être carré, pour le coup, c'est les finitions, justement, le logiciel. Il faut que ce soit stable. Quand tu es un professionnel et que tu investis 1 600 € dans ton outil de travail, parce que du coup, là, c'est un outil de travail, c'est clair, t'as pas envie qu'il plante, quoi. Et en plus, on est en 2021. Des smartphones qui plantent comme ça n'existe quasiment plus, quoi, sur le marché. Donc, mais non, mais même un petit téléphone, tu vois, les Xiaomi d'entrée de gamme, ça marche bien. Oui. Donc là, il y a un vrai problème. Ce qui fait que moi, je serais incapable de le recommander à qui que ce soit, parce que je peux pas moi en tant que... T'as pas confiance. Oui, et puis je peux pas surtout en plus quand on connaît que le Surface Duo 1 il s'est fait abandonner très vite, où il reçoit très peu de mises à jour, je peux pas conseiller à quelqu'un de mettre 1 600 € dans un smartphone qui a autant de problèmes, alors qu'il y a des excellents produits sur le marché. Je trouve que, alors que j'ai été ultra séduit par la proposition des 2 écrans, je pense pas qu'elle vaille et les 1 500 € et les problèmes. Je comprends, ouais. Et c'est pour être clair, c'est Android avec une surcouche Microsoft Launcher dessus, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est c'est Android avec une surcouche Microsoft Launcher plus des applications intégrées de Microsoft, plus quelques changements type les paramètres par exemple qui sont aux couleurs de Microsoft. Mais globalement, après l'expérience est quand même très proche de celle d'Android de base. Ils n'ont pas inventé 40 000 fonctions. Mais c'est vraiment pour moi un problème de gestion niveau pilote en fait des deux écrans en fait. Je pense que c'est Microsoft qui apporte cette gestion par rapport à Android, même si Android maintenant est compatible avec les écrans pliables, même avant Android L. Par exemple le Galaxy Z Fold, c'est un écran pliable et il y a des choses dans Android qui permettent de gérer ça. Mais je pense quand même que Microsoft il rajoute par-dessus pour la gestion des deux écrans, il rajoute beaucoup de tambouilles internes, plus que ce que propose Google, et donc et c'est ça qui pose problème pour le moment quoi. Ça correspond à ce que tu disais par rapport à l'histoire de l'application qui se ferme et qui se trouve ailleurs, hein. Ça c'est typiquement, tu sens le machin, il était à la ramasse derrière et il a tourné après coup et donc il dit merde, il a pas mis l'application du bon côté, donc à ce moment là il lance le processus qui va la mettre du bon sens quoi. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un peu ça, donc t'as raison, c'est sûrement... Mais peut-être qu'avec Google qui donc va amener son Android 12, quelle lettre déjà, je sais plus quoi. L comme large. L, ça va peut-être permettre de rendre ça un peu plus natif. Bah, en fait, ouais, j'ai presque envie d'espérer que Google vienne en aide, bah oui. Sauve un peu le produit. Mais c'est dommage parce que vraiment. Alors après, du coup, est-ce qu'il va pas être très rapidement en solde aussi je crois que c'est arrivé aux États-Unis. Oui, il y a déjà $700 de rabais sur le Surface Duo 2, à condition que vous rameniez le 1. Ouais, donc du coup, il fallait avoir déjà payé les $1 700 sur le premier. Du premier, ouais. Le 1 était pas déjà en promo la moitié du temps ? Il a quoi le 1 ? Il a 1 an et demi à peine ? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Après, il a 1 an et demi de sortie, mais en réalité, il était beaucoup plus vieux que ça. C'était Oui, on est d'accord là-dessus. Mais n'empêche que quand tu l'as depuis 12 mois et que déjà on te le reprend que pour 700 balles, c'est même pas 50% de son prix de sortie, quoi. Mais bon. Donc, Cassim, je crois que ça y est, tu m'as fait passer l'envie d'investir dans un Surface Duo 2. Dommage, tu étais prêt à claquer les 1600 euros, tu étais prêt à les dépenser, là. Je te sentais prêt. Non, j'ai dû changer des trucs sur la voiture, donc désolé. Et moi j'ai juste une petite question. Entre les deux écrans, enfin la liaison entre les deux écrans, parce que moi je vois les Samsung Fold, etc. Là, je sais pas. Alors, j'en ai jamais vu un réellement pour voir ce que ça donne réellement, mais sur toutes les captures d'écran, etc. J'ai l'impression qu'on voit quand même quand c'est déplié, on voit quand même qu'il y a une jonction entre les deux écrans. Bon là, ce qui est vendu, c'est que comme il y a pas c'est pas le même écran, il y a un vide entre les deux, mais ce vide, ça fait pas trop bizarre, ça fait pas. Je sais pas, on peut pas avoir une application plein écran sur les deux écrans, quoi. Clairement, alors donc sur les Fold et compagnie, l'écran est unifié, mais t'as quand même la petite pliure de l'écran pliable qui passe sous le doigt, mais globalement ça passe, ça va. En revanche pour le Surface Duo 2 du coup, oui clairement tu l'as, même avec les écrans incurvés, tu vois la démarcation entre les deux écrans et du coup, oui, par exemple, exemple très concret, Edge, tu ouvres un article sur Edge, tu le mets en mode deux écrans, donc il prend toute la largeur, bêtement, et donc il t'affiche l'article sur toute la largeur. T'as les paragraphes qui sont coupés en deux au milieu, ça te fait une grosse jointure, et c'est pas... et tu le vois et tu peux pas passer à côté. Et pareil pour les vidéos, mais c'est là aussi où je trouve c'est ce qui pousse aussi au fait que le mode deux écrans est plus intéressant qu'un seul écran où tu essaies d'étendre les choses, quoi. Mais je pense que tu vas avoir coupé l'envie à nos auditeurs d'investir. Non, mais moi, par contre, alors si je veux finir sur une note quand même positive, j'aimerais bien que Microsoft persiste quand même, parce que encore une fois, je trouve le design vraiment intéressant et je pense qu'ils ont un bon concept. C'est juste, faut qu'ils y croient un peu plus et qu'ils mettent derrière un peu plus. Mais c'est vraiment un téléphone. Enfin, je trouve que ces deux écrans, ça fait vraiment une utilisation très professionnelle. Et ça doit peut-être pouvoir remplacer à terme un ordinateur.
Bah, oui, tu peux brancher un clavier Bluetooth de toute façon sur ton oui, Duo 2. Tu peux même. Et une souris. Microsoft te dirait même que tu peux brancher un écran externe dessus. Donc, donc tu aurais 3 écrans. Mais non, mais oui, tu peux. Enfin, ça marche bien. Après, ça reste Android. Hein, je veux dire. Après, est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui travaillent sur le même concept ? Bah non, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, tous les autres constructeurs sont sur des concepts d'écran pliable, type comme le Galaxy Z Fold en fait. Ils sont tous là-dessus. Ouais. Il y a personne qui a pour l'instant suivi Microsoft sur l'idée d'avoir 2 écrans différents. Or, là aussi, je trouve que c'est intéressant et par exemple, je n'aimerais pas, je pense, que le Surface Duo 3 ait un seul écran pliable, par exemple. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir 2 écrans côte à côte séparés. Et donc, j'espère qu'ils vont persister avec ce design. Je comprends. T'as testé un autre petit appareil aussi ? Allez, tu veux nous en parler, Cassim ? C'est un peu plus gros que le Surface Duo 2. Oui. Ça porte en numéro 3, et puis si je te dis go... C'est la Surface Go 3. Moitié moins cher. Oh, même... Attends, tu spoil tout, Richard. Pardon. Tu spoil tout. Bon, alors, la Surface Go 3, c'est la surface... Alors, je mets des guillemets, la surface d'entrée de gamme de chez Microsoft. Ouais. Donc, du petit hardware. Mais comme l'a dit Richard, elle est vendue cher. Elle est vendue cher. Il y a 2 versions qui existent, Cassim. C'est ça, elle est vendue à partir de 439 €, ce qui veut dire que tu peux théoriquement te payer 3,6 Surface Go 3 pour t'offrir... Enfin, si tu veux éviter de t'offrir un Surface Duo 2, tu peux aligner 3 Surface Go 3. Mais le problème, effectivement, donc alors, très concrètement, la Surface Go 3, c'est exactement comme la Surface Go 2, avec un processeur un tout petit peu plus performant et Windows 11 installé de base, en mode S. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Du coup, on retrouve les mêmes problèmes que la Surface Go 2, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs configurations et que la configuration de base, elle est un peu toute pourrie, et que pour passer à la configuration suivante, il faut mettre beaucoup plus cher. Donc la configuration de base, c'est 439 €, et tu as 64 Go de stockage, ce qui est beaucoup trop peu, et 4 Go de RAM, ce qui est beaucoup trop peu aussi, 4 Go de RAM, et un processeur Intel Pentium 6500Y, qui à mon avis est très peu performant, puisque moi j'ai testé la version haut de gamme, entre guillemets, alors la version haut de gamme, elle est à 680 €, et c'est la version qui est équipée d'un Intel Core i3 de 8 Go de RAM et d'un SSD de 128 Go. Alors le SSD de 128 Go, c'est tout juste mieux et c'est suffisant, mais c'est limite quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai rien installé dessus. Elle avait 64 Go de libre. Ouais. Après, t'as toujours le port SD où tu peux mettre une carte micro SD. Oui. Où tu peux rajouter facilement 128 ou 256 Go. Non, mais c'est pour ça que je dis 128, c'est ok, mais c'est vraiment le minimum. La version 64 devrait avoir disparu, quoi. Il devrait être interdit, 64 Go. Oui. 8 Go de RAM, c'est suffisant aussi pour une machine entrée de gamme. Par contre, le processeur, je le trouve trop bas encore par rapport à ce que j'attendrais en termes de fluidité. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'on a une tablette donc, qui coûte déjà 680 € là, avec cette configuration haut de gamme, entre guillemets. Et vous n'avez pas de clavier ni de stylet. C'est ça. Et en particulier, pas de clavier quand même. Du coup, moi, je trouve qu'une tablette sous Windows aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'il y a très peu... Alors, on verra avec les applications Android, peut-être que ça va trouver un nouveau sens. Mais pour l'instant, avec Windows 11... Alors l'OS est un peu mieux optimisé que Windows 10 pour le tactile. Florian qui est pas d'accord. Florian est pas d'accord depuis tout à l'heure. Mais je le trouve un peu plus optimisé. On n'est toujours pas revenu à la qualité de Windows 8, mais je trouve ça mieux que Windows 10, moi, sur tablette. C'est moins pire. C'est moins pire. Florian est pas d'accord. C'est moins pire. Mais je trouve pas ça terrible sur tablette. Et le truc, c'est que pour 680 €, je trouve que les performances sont quand même pas terribles. C'est-à-dire que dès que tu as plus d'un ou deux onglets de Edge ouverts, le truc se met à ramer. Même ouvrir des onglets, ouvrir une page web, c'est plus lent que ce que ça devrait être. Lire une vidéo, ouvrir une application, c'est plus lent que ce que ça devrait être à chaque fois. Même pour... nous, on a un bench avec PC Mark pour Android qu'on fait sur toutes les machines, tous les PC, pour vraiment avoir une sorte de référentiel et pouvoir un peu mesurer.
Et ne serait-ce que lancer le benchmark a pris une éternité, quoi. Je parle pas de la réalisation du benchmark, je parle juste du chargement et du lancement du benchmark, quoi, qui a pris beaucoup de temps. Et encore, tu parles de la grosse version, toi. Et je parle de la grosse version, donc j'ai très peur de la version en dessous. Et la version haut de gamme. Et mon problème fondamental, c'est Merci, Richard. pourquoi faire, en fait. À quoi sert cette Surface Go 3 ? À ce prix-là, c'est clair, elle a aucun intérêt. Je ne comprends pas à quoi sert ce produit. C'est-à-dire que pour moi, soit le niveau de performance est un tout petit peu au-dessus, et à ce moment-là, je peux commencer à le justifier parce que je trouve Windows quand même assez intéressant, surtout avec le clavier qui était fourni avec, pour du tablette PC, je trouve ça toujours intéressant parce que tu as cette possibilité de avoir par exemple plusieurs fenêtres à l'écran, tout ce potentiel de multitâche, de pouvoir installer un peu n'importe quel logiciel que tu veux. Il y a forcément quelqu'un qui peut avoir besoin d'un logiciel qui n'est pas présent en application sur un iPad, etc. Mais avec ce niveau de performance là, comme ça te restreint énormément à juste Internet et de la lecture de SVOD, quoi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un irait investir 680 € dans une Surface Go 3 ou même 440 € si on prend la version entrée de gamme, alors qu'à 350 €, tu as un iPad qui est à peu près 5 fois plus performant que ce que propose Microsoft là, quoi. Et qui est pensé vraiment pour le tactile, celui-ci. Ouais. Alors, ça me fait mal. Enfin voilà, désolé de encore amener du Apple dans le débat, mais le truc c'est qu'en matière de tablette, il faut vraiment l'iPad en fait est vendu pour le coup. S'il y a un produit sur lequel Apple a un bon rapport performance-prix, c'est l'iPad, qui est à 359 €. Dès que tu es au-dessus de l'iPad en termes de prix, faut que tu le justifies d'une façon ou d'une autre. Alors il y a des trucs, par exemple le fait qu'il y ait une béquille sur la Surface Go 3, par exemple, c'est une amélioration par rapport au design de l'iPad. Mais ça sauve pas le produit non plus, quoi. Ça fait cher la béquille. Ça fait cher la béquille. Mais du coup, je suis un peu embêté parce que je suis pas du genre. Par exemple, les gens ont tendance à dire oui, mais si c'est pas performant, ça vaut rien et il faut absolument tout le monde. Enfin, tu regardes sur les forums, des fois les gens sont en mode un peu il te faut un PC fixe de jeu forcément pour n'importe quoi, tu vois. Ils comprennent pas que les gens par exemple investissent le prix d'un PC haut de gamme fixe dans un ultra portable beaucoup moins performant mais qui pèse 1 kg au lieu de peser 15 kg, quoi. Les gens la miniaturisation. Voilà, les gens ont un peu du mal avec ça, et du coup je suis pas forcément un ayatollah des hautes performances, mais d'après moi là il y a juste pas ce qu'il faut en termes minimum pour une bonne expérience utilisateur, quoi. Et c'est dommage parce que sinon l'écran par exemple est très bon, Windows 11 je trouve est agréable à utiliser quand même, tout le côté interface moderne et tout marche bien avec la tablette, et il y a ce côté quand même, je trouve, et c'est propre à la marque Surface, cadeau en fait. Tu te vois offrir par exemple, moi je n'imagine pas offrir un PC à quelqu'un, un PC portable, je sais pas, dans ma famille. Par contre une Surface, je me verrais bien, c'est comme l'iPad, ça rentre dans la catégorie des choses que tu peux offrir en cadeau. Faut être un peu aisé, mais c'est quelque chose que tu peux offrir en cadeau parce que l'objet est beau, la boîte est belle, l'unboxing est intéressant, et la tablette, quand tu l'allumes, Windows 11 t'accueille avec ses belles animations, son design moderne, tout ça marche bien, quoi. Tu vois, je sais pas, je me vois mal une tablette, un PC portable Asus au même prix, tu vois, je me vois pas, ou Acer ou ce que tu veux, ou HP. Ça Moi, fait moins cadeau de Noël. Hein, je le prendrais bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Vas-y, Cassim. Je pense que, à mon avis, à la Fnac, par exemple, ils les vendent moins. C'est moins intéressant en période de Noël que de vendre des Surfaces, à mon avis. Est-ce que vous... Ouais, on n'est peut-être pas représentatif non plus. Voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, même au niveau de l'emballage, tu vois, la façon dont c'est emballé, où les produits Surface sont emballés, ça fait beaucoup plus... même là-dessus, tu vois que tu pourrais plus acheter ça en cadeau qu'un PC Dell ou je sais pas quoi, où t'as le carton marron, quoi. Ouais. Après, je divague un peu, mais ça dit quelque chose de l'identité du produit, je pense. Mais après, oui,
faire sourd le problème. Enfin, c'est le délire des 1%. C'était juste pour dire que du coup, je pense que Microsoft aurait pu avoir quelque chose avec juste un niveau de performance un petit peu au-dessus. Voilà, mais c'était. Mais c'est bizarre parce que Panos Panay est toujours là en mode lui il aime bien les détails, trucs. Mais en fait, il teste pas ces machins bas de gamme. J'ai très des doutes sur le fait que Panos Panay ait déjà testé une Surface Go 3 et où l'utiliserait ou le filerait à ses enfants, tu vois. Et on a une idée des ventes déjà de la Go 2 ou... J'en ai aucune idée. Je sais que ma femme en a une. Ouais. Voilà. Et elle s'en sert tous les jours et ça marche bien. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait avec ? Parce que du coup, ça m'intéresse. De la bureautique. Donc, vu qu'elle est instite, elle projette aussi son écran sur le vidéoprojecteur. Ça gère ça ensemble. Ça, par exemple, c'est le genre d'usage, tout à l'heure ce que je disais, qui sont propres à Windows. Tu t'imagines pas trop projeter un truc avec un iPad. Enfin, c'est moins fait pour. C'est typiquement le genre de truc où Windows est bon, quoi. Oui, clairement, c'est un ordinateur, donc tu as les fonctionnalités de l'ordinateur. Après, pour ce qu'elle fait, du Word, du Excel, du Edge, ça marche pas mal. Elle fait un peu de montage vidéo pour des petits trucs. Oula. Ouais, des petites vidéos, mais voilà, associer 3 bouts de bazar. Avec son million de followers sur TikTok, c'est normal qu'elle fasse des petites vidéos. Ouais. Avec ses 26 followers dans la classe, tu veux dire. Mais voilà. Mais par contre, du coup, en termes de performance, en termes de performance, moi, les fois où je m'en sers, je la trouve pas spécialement lente. Hein. Mais comme j'ai dit en off avant qu'on enregistre, nous, la Surface, on l'a eu, la Go 2, on l'a eu d'occasion, elle avait 15 jours d'utilisation, mais à 350 balles, avec la cover. Oui, du coup, ce qui veut dire que le rapport qualité-prix change totalement. Ouais, c'est 2 fois moins cher avec le clavier, quoi. C'est ça. Mais la version haut de gamme de la Surface Go 2 était moins chère que la Go 3, il me semblait. Je crois qu'il y avait 100 € d'écart. Hein. Ouais, mais... oui. Voilà. Donc, je suis perplexe devant ce produit. Ouais. J'aimerais préciser qu'il y a Asus qui a présenté, il y a quelques jours seulement, un concurrent pour la Surface Go 3. Qui me semble avoir un meilleur compromis à proposer, avec peut-être un design un peu moins tape à l'œil, mais un meilleur rapport qualité-prix. Le PC coûte, leur tablette, du coup c'est même le même design en gros que la Surface Go, hein, c'est-à-dire que c'est une tablette avec la béquille et vous pouvez brancher ou débrancher un clavier. Sauf que là on est sur du 13 pouces 16 neuvième, mais avec un écran OLED au lieu d'un écran LCD IPS qui est beaucoup plus agréable. Enfin, c'est du coup c'est un 13 pouces Full HD OLED, ce qui est le top de ce qui se fait actuellement. Enfin, le OLED, voilà, pour tout ce qui est consultation de vidéos et tout, ça améliore l'expérience, on va dire. Le processeur est à peu près le même, hein, c'est un Intel Pentium N6000, donc c'est en gros le même niveau de performance. Il y a 128 Go de stockage de base. Oui. 4 Go de RAM de base. Et ça coûte 500 €. Toujours sans clavier. D'accord. Mais c'est 500, je trouve déjà... on se rapproche déjà du truc plus intéressant, je trouve. Ouais. Ah, oui. Après, j'aurais peut-être pas mis un écran de cette qualité sur ce genre de produit pour peut-être gagner un peu plus. Mais bon... après c'est Asus qui veut absolument, enfin Asus pousse de l'OLED sur toute sa gamme, donc c'est leur marque de fabrique. C'est comme ça qu'ils se différencient aussi de la concurrence. Et après, il a toute donc c'est le Asus VivoBook Slate 13 pour ceux qui veulent chercher. Et il a toute la connectique qui va bien, genre deux ports USB Type C. Tout ce qui va bien, une bonne batterie, le Wi-Fi 6, tous les derniers trucs. Et il faut compter encore 100 € pour le clavier, donc ça c'est pareil que sur côté Surface. Que chez Surface, ouais. Mais voilà, disons que déjà, ne serait-ce que le fait que la version entrée de gamme, à partir de 499 €, tu pars de base avec 128 Go de stockage, par exemple, je trouve que c'est un bon choix technique de la part d'Asus, quoi.
Après, oui, la question de l'écran, bon, ça, c'est sujet à débat. Je pense là aussi pour de la consultation de contenu, du coup, ils peuvent au moins, du coup, avoir quelque chose à répondre, tu vois, à l'iPad, par exemple, en proposant un écran qui est à la fois plus grand et probablement de meilleure qualité, du coup. Ça peut être intéressant pour les gens. Peut-être, effectivement, la Go 3 est peut-être un peu plus orientée bureautique avec son écran 2 tiers. Oui. Ah, mais pour la bureautique, c'est top, ça marche très bien. Mais bon. Ok, mais Cassim, tu nous as presque vendu du rêve ce soir et finalement, à chaque fois, tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Désolé. Non, mais après, vraiment, enfin, moi, je trouve ça frustrant parce que j'aime beaucoup ce que fait les Microsoft avec les surfaces en termes de design et tout, enfin, les finitions, tout. Il y a plein de trucs que j'adore, quoi. Et à chaque fois, je sais pas, il y a le truc qui fait que vraiment, je peux pas le conseiller, quoi. Enfin, mais oui. C'est frustrant, quoi, du coup. Enfin, Donc bon, moi j'ai été plutôt déçu par ces annonces. Richard, toi, pareil? De toute façon, je veux dire, dès que tu vois le prix, ça te calme tout de suite, quoi. Déjà, un téléphone qui est au-dessus de 1000 euros, pour moi, c'est presque une aberration. Après, effectivement, quand tu as plus de 1000 euros, tu t'attends à avoir quelque chose d'irréprochable par rapport à ce que tu attends d'un téléphone. Et pour moi, mais je pense que je suis un petit peu représentatif, le point le plus important, c'est d'avoir un bon appareil photo, quoi. Et là, bon, et puis bon, après on parle pas des problèmes de réactivité ou de software qui bug, etc. Parce que ça, on peut se dire que dans les mois qui vont suivre, ils vont corriger le truc ou pas, mais mais bon, voilà, quoi. Et en plus, je pense que, vu ce qu'ils ont fait déjà avec le Surface Duo 1, je pense que d'ici 6 mois, il va y avoir de gros rabais, quoi. Ouais. Okay. Je trouve que juste tu dis un truc très intéressant, juste pour un peu étayer ce que je disais. C'est vrai que je disais que je le conseillais pas, le Surface Duo 2, enfin je conseillerais un peu à personne parce qu'il coûte 1600 €. Moi-même, c'est ce que tu soulignais, j'ai eu beaucoup de mal à conseiller n'importe quel smartphone qui est au-dessus de 1000 €. Je trouve on est quand même dans l'infiniment, c'est comment dire, les rendements un peu décroissants, c'est-à-dire que pour moi, au-dessus des 600 €, tu gagnes pas vraiment beaucoup en qualité de smartphone, et pourtant tu alignes les centaines d'euros supplémentaires, quoi. Voilà. Les petits points supplémentaires valent très cher sur la qualité du produit. C'est ça. Ouais. Bon, Florian, toi tu l'achètes par contre. Toi, de toute façon, il te faut. Non, moi je sais pas. Il doit aller le chercher à Londres, c'est déjà dispo. Non, moi je suis là parce que j'aime bien. C'est pour le ranger sur sa Xbox. C'est ça. Pour faire sa collection de produits Microsoft qui n'ont pas marché. Un produit Surface, je l'achète seulement s'il est en promo. Soyons honnêtes, je paierai jamais le prix neuf des produits Surface. Pour moi, c'est trop cher pour rapport à. C'est beaucoup trop cher, quoi, c'est tout. Si tu payes le design autant que le produit en lui-même, et ça, c'est pas les choses que je fais sur les PC, moi, désolé. Ouais. T'es plus du genre la belle bonne vieille tour de gamer qui coûte moins cher. Oui, voilà. Bah oui, puis en plus, comme je dis, moi, j'irai jamais regarder un film sur mon téléphone ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi, j'ai un PC pour ça, moi, je sais pas. Avec un vrai écran. Je vais pas faire ça sur un téléphone. Oui, pour moi, un téléphone, 90% de l'utilisation d'un téléphone, c'est d'appuyer sur le bouton de modem et de sortir mon PC tout seul. Donc voilà. Donc je pense que je suis pas vraiment la cible. Bon, voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion, Cassim, de voir d'autres appareils de Microsoft qui nous font un petit peu plus rêver. Bon, on en avait vu déjà. Hein. La dernière Surface Pro, le Surface... comment il s'appelle, le laptop Studio. Ouais. Dont on n'a toujours pas le prix, et est-ce que tu veux que je sois encore chiant ou... Alors non, mais tu voulais finir, tu sais quoi, tu le gardes pour le prochain. Tu voulais finir sur une note positive. Alors oui, oh là là, qu'est-ce qu'on a hâte de le tester. Oh là là. Bon. Bah, moi j'ai le Book 3 et ma femme a le Laptop 3 là, et les deux sont vraiment excellents, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Après, le Laptop Studio, là, moi j'ai un problème avec le form factor. Ouais, pareil. Autant le Book m'attirait,
Moi, j'attends de voir le prix. Ah, non, alors blague à part, j'attends de voir le prix. Ouais, il n'y a pas eu d'annonce de prix pour l'instant ? Pas en France. Pas encore. Pas en euros. Ah oui. Mais je débloque où il y a 10 ans, les produits Surface, c'était quand même... Ça restait plus abordable. Oui, mais tu as tout à fait raison. Ils ont explosé, ils ont pété les prix au fil des années. Ils se sont appelisés. Non, ils sont partis d'Apple, c'était le point de départ, et ils ont augmenté leur prix après. Allez, on reparlera d'autres informations au prochain épisode, au 215. Merci. Ah, pardon, je vais la refaire. Merci. Merci à toi. Merci Richard d'avoir été là. Merci Florian d'avoir fait preuve de présence. Bah oui, j'ai pas dit grand chose, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne sais point. Tu aurais pu nous partager ton enthousiasme pour ces deux appareils. Bah honnêtement, tu me l'offres, je m'amuse avec le Surface, comment il s'appelle déjà? Le Studio 2. Oui, mais enfin l'autre tu me le donnes, je le vends. Hein. Je m'en sers même pas. Le Surface Go. Je l'allume même pas. Mais oui, t'es pas la cible de ce genre de produit. Mais le Duo 2, je m'amuserais bien avec, hein, mais honnêtement, comme dit Cassim, hein, c'est pour s'amuser, c'est pas 1600 € quoi. Ouais. On n'est pas dans le même monde. Ouais. Ça fait beaucoup de place de cinéma. Oh oui. Bon, mais merci Cassim d'avoir pu tester tout ça et d'avoir pu nous en parler. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour l'épisode 215. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.